Au palais Sékou-Touria, reçu en audience par le président de la République, Léonard Tché était venu présenter au président en exercice de l'Union africaine, professeur Alpha Condé, les conclusions du dialogue politique national dans son pays. L'envoyé spécial de Joseph Kabila a remercié les dirigeants africains à travers le président en exercice de l'Union africaine, professeur Alpha Condé, pour leur implication dans la conduite des pourparlers en RDC. Soucieux du maintien de la paix, professeur Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, a insisté sur la sauvegarde de la paix, de la quiétude et de la réconciliation en République démocratique du Congo. Comme vous savez, le président Condé est actuellement président en exercice de l'Union africaine. Actuellement, dans notre pays, se déroulent des pourparlers pour conclure le dialogue politique national destiné à préparer la gestion de la période préélectorale. Donc, et l'Union africaine s'étant approprié la facilitation de pourparlers en République démocratique du Congo, notamment par la désignation de M. Edem Kodjo à l'époque pour offrir ses bons offices pour le dialogue politique national inclusif. Il était normal qu'on vienne faire le point de la situation politique actuelle auprès du président en exercice de l'Union africaine. C'est pour cette raison que le chef de l'État nous a dépêchés auprès de son homologue guinéen. Le président de la République, en tant que président en exercice, a pris acte du rapport que nous lui avons fait. Et maintenant, en tant que président en exercice de l'Union africaine, il va assumer ses responsabilités pour accompagner le processus qui se déroule actuellement dans notre pays. Voilà. A rappeler que les pourparlers intercongolais visent la gestion de la période préélectorale. Restons toujours au palais présidentiel où le président a également reçu en audience vendredi même le président directeur général d'une compagnie thaïlandaise spécialisée dans la production de l'énergie solaire. Big Green, c'est le nom de cette compagnie qui veut faire des centrales de production d'énergie renouvelable en Guinée et dans un bref délai. Compte rendu, Mohamed Lamine Souma, Cheikh Mabinti Silla, Mandjou Sidibi. Les entretiens ont porté sur la production des énergies renouvelables en Guinée par la compagnie thaïlandaise Big Green Group. Le président Alpha Condé, qui est coordinateur des énergies renouvelables en Afrique, attire par son leadership des grandes compagnies spécialisées dans la production des énergies renouvelables. Le président de Big Green Group affirme sa volonté de faire de la Guinée le point d'entrée de sa compagnie en Afrique. Today we come to present our project with the President. Il est venu ce jour rencontrer Monsieur le Président pour présenter le projet sur tout ce qui concerne la zone écologique. Il aimerait demander au Président de poser sa base d'installation pour démonstration en Guinée. Cette base pourra donner l'opportunité aux Guinéens d'avoir à créer des emplois pour le peuple guinéen. Et également, c'est tout ce qui est dans l'énergie renouvelable. Ils aimeraient commencer le projet le plus tôt possible, après que les accords soient pris entre le gouvernement et leur compagnie. Les énergies renouvelables créent des emplois et constituent un facteur très limitant de la pollution de l'environnement. Et puis, ce communiqué qui vient de nous parvenir, le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a l'agréable honneur d'informer le peuple de Guinée du lancement du thème de la feuille de route de la présidence de l'Union africaine pour l'année 2017 intitulée tirer profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse le samedi 8 avril 2017 à 10 h à la Blue Zone de Kaloum. Cet important événement historique est placé sous la haute autorité donc de son Excellence professeur Alpha Condé, chef de l'État, président de la République, président en exercice de l'Union africaine. Sont conviés à prendre part à la cérémonie de lancement les présidents des institutions républicaines, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, les membres du gouvernement, les ministres conseillers à la présidence de la République, les corps diplomatiques et consulaires, les représentants des institutions internationales, les représentants de la société civile, les fondateurs et recteurs d'institutions universitaires, les syndicats,
Les représentants du patronat, le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires, les présidents des organisations féminines, les présidents des organisations de jeunesse, les représentants des réseaux de journalistes, les présidents des fédérations nationales sportives. Vu l'importance de l'événement, la mise en place sera terminée au plus tard à 10 h. Conakry, le 7 avril 2017. Démarrage ce matin à Conakry des travaux du séminaire gouvernemental axé sur l'évaluation des acquis de l'année 2016 et les perspectives de 2017. Les participants vont donc échanger sur les problèmes auxquels les Guinéens sont confrontés afin de trouver des solutions. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de ce séminaire. Adi Kamara. C'est un séminaire gouvernemental. Il est initié par le Premier ministre Mamadi Yula pour traduire davantage en programme et actes concrets la vision du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Sur ce, l'accent sera mis sur la gouvernance, le développement des infrastructures de soutien à la croissance, le renforcement des capacités humaines et institutionnelles et le renforcement de l'accès aux services sociaux de base. Aujourd'hui, nous nous réunissons donc pour faire le bilan de l'année 2016 et dégager les priorités pour 2017 dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, PNDES 2016-2020, adopté par le gouvernement en février 2017. Le PNDES vise l'amélioration des conditions de vie des populations et la transformation économique de la Guinée dans un cadre stratégique défini. C'est une pratique managériale fondée sur le sceau de la méthode et du résultat. Cela conformément aux orientations du professeur Alpha Condé. Dans ce contexte de renouveau gouvernemental, nous nous sommes engagés à inscrire l'ensemble des actions du gouvernement dans un cadre stratégique unique de planification. À cet égard, nous sommes heureux d'avoir doté la Guinée d'un véritable plan de développement économique et social qui va fédérer l'ensemble des actions sur la période 2016-2020. Par ce plan, nous entendons marquer la rupture avec certaines pratiques du passé et poser ainsi les bases de la transformation structurelle de l'économie nationale pour mener le pays à l'émergence. Il constitue une réponse aux défis des courts, moyens et long termes et intègre la politique économique générale et les politiques sectorielles ainsi que les réformes nécessaires à l'atteinte des objectifs de progrès économique et social. Au cours de cette retraite gouvernementale, des techniciens vont se pencher sur des thématiques concernant l'ensemble des secteurs de la vie de la nation. Je voudrais souligner que la programmation 2017 doit largement s'inspirer du PNDES en s'articulant autour de 4 piliers. La promotion d'une bonne gouvernance au service du développement, la transformation économique durable et inclusive, le développement inclusif du capital humain, la gestion durable du capital naturel. Le PNDES constitue désormais le cadre d'intervention de toutes les parties prenantes qui doivent y inscrire leurs interventions en matière de développement avec la Guinée. Nous devons respecter les principes directeurs de ce plan qui restent les seuls gages de sa bonne mise en œuvre. Je fonde ici l'espoir que ce séminaire contribuera à renforcer l'efficacité de l'action gouvernementale et surtout à développer naturellement le réflexe de rendre compte de l'action que nous menons aux Guinéens. Comme on le voit, tout sera mis en œuvre par le gouvernement Yula en vue de défendre l'éthique dans la gestion de l'administration publique et mixte.
Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire lance officiellement le projet d'assainissement de la ville de Conakry. Les études techniques, économiques et environnementales seront menées par le cabinet EDE International et le projet sera financé par la Banque islamique de développement à hauteur de 50 millions de dollars. Une nouvelle approche est proposée, celle d'intégrer les filières déchets solides et liquides tout en explorant des pistes de solutions innovantes pour sauvegarder l'environnement. Reportage Saint-Martin Fancinadounou. L'assainissement de la ville de Conakry, le sujet semble complexe. Selon les techniciens du secteur de la construction, les causes de l'insalubrité sont multiples. Parmi elles, la faiblesse de l'aménagement urbain avec pour conséquence la prédominance du tissu urbain enclavé, l'étalement urbain et le faible accès des populations aux services de base qu'offre la présence des infrastructures de voirie, de drainage et de décharge de proximité. Face à cette problématique, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire lance le projet d'assainissement de la capitale. Avec pour objectif de proposer des stratégies permettant une synergie entre les filières déchets solides et déchets liquides. Il faudrait faire en sorte que les solutions innovantes que vous allez proposer, les mesures institutionnelles et financières et la restauration de l'environnement, déjà même fortement dégradées, puissent permettre d'impliquer les principaux acteurs et bénéficiaires de ce secteur. Il est financé par la Banque islamique de développement, le cabinet EDE International, en collaboration avec le bureau local stratègue, est chargé de mener les études techniques, économiques et environnementales de ce projet. Cette étude consiste à faire l'étude de faisabilité du système d'assainissement de la ville de Conakry, portant sur trois composantes. La première sur la gestion des eaux pluviales, donc pour prévenir les inondations, ou les limiter au strict minimum. La deuxième sur la gestion des déchets solides. Comme il s'agit d'un projet d'assainissement, et ça fait partie de nos compétences, et EDE International a eu besoin de nous pour les accompagner dans la mise en œuvre de ce projet. Les partenaires sont issus des secteurs techniques associés à la gestion des ordures. Ils devront désormais réfléchir à de nouvelles approches pour remédier à la faiblesse des capacités d'intervention des secteurs publics et privés en termes d'allocation budgétaire et de recouvrement des coûts de service. Du côté du ministère de l'Administration du Territoire, les efforts sont concentrés sur le redécoupage de la capitale Conakry et de sa périphérie. La deuxième session du comité de pilotage de ce projet vient de se tenir pour permettre aux différents acteurs impliqués de discuter du redimensionnement des communes pour faire de Conakry une capitale de référence. Reportage Mohamed Lamine Kamara. Le ministère de l'Administration du Territoire affiche son ambition de faire de Conakry une ville moderne à l'image des capitales de référence. Pour ce faire, une équipe d'experts mène des études sur le redécoupage territorial de Conakry et sa périphérie. Le projet d'étude prévoit le redimensionnement des communes actuelles, le rattachement de nouvelles communes issues de la périphérie, notamment Koya et Dubreka, ainsi que la redéfinition du statut particulier de la ville de Conakry. Pour l'instant, on étudie l'opportunité et s'il y a opportunité, les conditions dans lesquelles il y aurait redécoupage à la fois à l'intérieur de Conakry et éventuellement en modifiant les limites territoriales connues aujourd'hui de la capitale. Donc pour l'instant, c'est une première phase, phase du diagnostic, qui pose les problèmes, qui définit des options à étudier. Si on parle du nouveau découpage de la ville de Conakry, c'est quelque chose que nous apprécions à plus d'un titre, parce qu'il faut tenir compte de certains paramètres démographiques. Aujourd'hui, nous avons une population de plus de 3 millions d'habitants. Dans 2 ans, dans 3 ans, les communes, les préfectures de Dubreka et de Koya vont devenir des communes de la capitale de Conakry. Donc voilà aujourd'hui le but recherché. Cette vision stratégique des autorités doit tenir compte du réaménagement territorial dans les domaines de l'urbanisme, du transport et de la gestion des ordures. Nous avons donc l'ambition de déboucher sur des territoires maîtrisés par l'administration déconcentrée et par les élus. En certains endroits, c'est véritablement gorgé de personnes
et d'infrastructures qui s'entrechoquent dans un désordre infernal, et les zones tentaculaires d'expansion contiennent en leur sein des vides importants qui souvent servent naturellement de gîte à des groupes de bandits et de criminels. Pendant cette deuxième session du comité de pilotage, les acteurs vont discuter de l'identification des axes prioritaires et formuler des stratégies de mise en œuvre de l'étude pour un développement territorial durable de Conakry. Et puis, le Centre européen d'appui électoral s'implique dans le renforcement des capacités des acteurs électoraux à l'intérieur du pays. Plusieurs formations ont été déjà organisées et le centre était récemment face à la presse pour expliquer le bien fondé de sa démarche. Yaya Silla nous signe ce compte-rendu. Le programme d'appui à la crédibilité et à la transparence des élections en Guinée, Pacte 1 et 2, est un projet financé par l'Union européenne. Exécuté par le Centre européen d'appui électoral et ECES, le programme vise le renforcement des capacités des acteurs électoraux. Le projet comporte deux grands volets de formation: le leadership et gestion des conflits et la formation bridge. Et l'idée est de pouvoir justement toucher au travers de ces préfectures, puisque nous sommes dans les 33 préfectures de la République, de pouvoir toucher justement les délégués qui viennent des sous-préfectures et qui sont essentiellement issus des démembrements de la Commission électorale nationale indépendante, donc les commissions électorales sous-préfectorales indépendantes, les CESPI, les représentants de la société civile de ces sous-préfectures-là, et les représentants aussi du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, au travers des sous-préfets eux-mêmes, des secrétaires généraux des sous-préfectures ou des responsables de l'organisation des élections au sein de ces mêmes sous-préfectures. Depuis le 17 mars dernier, les 33 préfectures de la Guinée sont couvertes par cette activité. 892 participants venus de la CENI, des organisations de la société civile et du ministère de la décentralisation suivent la formation en leadership. Ce n'est pas rien, ce qui est en train d'arriver. La Guinée avance, peut-être par petits pas, mais elle avance. Et je pense que ce point est extrêmement important de le prendre en considération. Chaque pays avance à son rythme. Je pense que tout le monde aimerait aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Mais il faut aussi voir à quelle vitesse on peut marcher. Dans notre pays, il arrive des moments où on s'interroge si l'élection, qui est censée être la solution dans le système démocratique, n'est pas en train de devenir le problème pour nous. À partir de ce moment-là, il faut qu'on s'interroge comment se fait-il que ce qui est censé être une solution devienne le problème. Et ça, l'ensemble de la société doit bien sûr se poser cette question et essayer de dégager des pistes de meilleure compréhension. Généralement, dans des pays démocratiques, lorsque les échéances électorales sont annoncées, les citoyens sont heureux de régler leurs comptes. Mais dans la paix, dans la sérénité, puisqu'ils retrouvent leur souveraineté que la démocratie leur donne, à aller sanctionner ou encourager ou féliciter. Tant que ce qui constitue le corps électoral n'est pas clairement défini, les élections resteront des problèmes pour notre pays. Le projet de formation en leadership et prévention des conflits se veut un processus continu afin de rendre les joutes électoraux des moments de détente. Conakry abrite la 12e session de la rencontre interorganisation universitaire d'Afrique. 8 organisations de la sous-région ont fait le déplacement sur une invitation de la Jeune Chambre internationale JCI Guinée. La rencontre s'inscrit dans la perspective de la promotion de l'émergence de la jeunesse africaine. Reportage Amadou Touré. C'est une rencontre de 5 jours des représentants des organisations universitaires de jeunesse de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Togo, du Bénin et de la Guinée. Cette 12e édition et 2e d'IGER en Guinée est une démarche de la Jeune Chambre internationale JCI Guinée. Elle est placée sous le thème de la lutte contre l'immigration.
clandestine. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas attendre nos autorités. Il faudrait que les jeunes aussi puissent, à l'issue de cette rencontre, sortir un mémorandum, c'est-à-dire un communiqué final. Quelle va être la solution, quelle va être l'approche de la jeunesse africaine par rapport à l'immigration? Que cette jeunesse se retrouve pour discuter de leur intégration, échange culturel, échange économique et social. On ne peut que les féliciter, les encourager pour cette rencontre réussie d'échange et de partage. Je suis particulièrement très fier d'eux, de ceux qui sont en train de montrer à la jeunesse guinéenne de leur engagement citoyen. Créée en Guinée en 2006, la GCI est composée de 12 organisations de jeunes actifs engagés à porter un changement positif à leur communauté. Le Niger vraiment dirait à ces gens de Guinée de ne pas oser quitter leur pays parce qu'on a beaucoup de potentiel. En tant que jeunes, on n'a pas besoin d'aller dans un autre pays. Dans nos propres pays aussi, on peut développer ces potentiels. Nous allons inciter les participants à être dans les salles de formation et à suivre les conférences pour mieux s'imprégner des différentes thématiques qui seront évoquées lors de cette activité afin qu'ils soient les relais au niveau des différentes organisations locales. C'est le 13 octobre 1915 que la jeune chambre internationale GCI a vu le jour aux États-Unis. Elle compte actuellement plus de 200 000 adhérents, tous orientés vers la solidarité entre les communautés du monde. Avant de poursuivre ce journal, nous vous livrons le contenu de ce communiqué de presse qui nous vient de la Haute Autorité de la Communication. Un communiqué qui dénonce la présentation de faux documents par 3 journalistes pour obtenir la carte de presse. La Haute Autorité de la Communication HAC dénonce donc avec véhémence le comportement des journalistes Agossou Don de Dieu Martial du journal La Nouvelle, Alseni Massiré Fofana du journal La Nouvelle Ère et Ibrahima Sori Bangoura du journal La Logique et du site guinéfutur.com qui ont fourni des casiers judiciaires et certificats de non-poursuite judiciaire non authentiques ou obtenus de manière malhonnête pour se faire délivrer une carte de presse professionnelle. En février 2017, la Haute Autorité de la Communication a reçu avec un grand étonnement les dossiers des 3 journalistes avec des casiers judiciaires et certificats de non-poursuite judiciaire portant la mention néant. Or, en avril 2016, les 10 journalistes ont été jugés et condamnés pour des faits d'escroquerie envers le directeur général d'une entreprise guinéenne. À la demande de la Haute Autorité de la Communication, Monsieur le garde des Sceaux, ministre d'État, ministre de la Justice, a diligenté une vérification minutieuse des documents en cause auprès de ses services. Il en ressort que le certificat de non-poursuite judiciaire présenté par M. Agossou Don de Dieu Martial et le casier judiciaire présenté par M. Alseni Massiré Fofana sont de faux actes et le casier judiciaire fourni par M. Ibrahima Sori Fofana, bien qu'authentique, a été obtenu d'une manière malhonnête. La Haute Autorité de la Communication déplore vivement que des journalistes se livrent à des pratiques qui déshonorent et discréditent toute la corporation. Elle rappelle aux journalistes l'obligation de respecter scrupuleusement les lois et règlements en vigueur en République de Guinée et d'avoir une conduite exemplaire conformément à la charte déontologique des journalistes de Guinée. En conséquence, M. Agossou Don de Dieu Martial, Alseni Massiré Fofana et Ibrahima Sori Bangoura ne peuvent se voir délivrer une carte de presse et demeurent interdits de l'exercice du journalisme en République de Guinée. Conakry, le 7 avril 2017, a signé pour la Haute Autorité de la Communication la présidente Madame Martine Condé. Volet santé de cette édition, dans le souci de réduire la mortalité néonatale et le diabète dans le pays, le département de la santé et ses partenaires élaborent un document sur le coaching clinique en diabétologie et en néonatologie. La démarche vise à documenter l'expérience de la déconcentration et du coaching dans les hôpitaux régionaux de la Guinée. Compte rendu Aïssatou Dessou. En Guinée,
Environ 3,5% de la population sont concernés par le diabète et 34% représentent la mortalité néonatale. C'est pourquoi le ministère de la Santé et ses partenaires jugent utile l'élaboration d'un rapport sur la documentation du coaching en diabétologie et en néonatologie. Cette étude intéresse le centre hospitalier universitaire de Donka et les 7 hôpitaux régionaux du pays. Ce qui est le plus intéressant dans les résultats de ce que nous avons entendu aujourd'hui, l'expérience de 2 services dans la décentralisation de l'offre de soins vers les hôpitaux régionaux, notamment donc les services de diabétologie et de néonatologie. Et nous avons pu comprendre comment ces expériences ont pu être menées, la complexité dans laquelle ces 2 services ont réussi à instaurer une offre de soins au sein des hôpitaux régionaux. Nous allons nous approprier ces résultats-là, regarder ce qui a bien fonctionné et regarder comment tirer bénéfice de cela. Ce rapport de près de 200 pages a été rendu possible grâce à l'accompagnement du ministère de la Santé en collaboration avec HFG sous financement de l'USAID. Cette activité qu'on a prise aujourd'hui se situe dans le cadre de la densification du coaching clinique qui est une mesure d'accompagnement, de renforcement des compétences des professionnels de santé et surtout de la décentralisation des services spécialisés. La spécialisation, elle sera progressive. Ce n'est plus Conakry qui va bénéficier des soins de diabéto, de l'excellence au niveau de la chirurgie, de l'excellence au niveau des soins néonataux. C'est toutes les régions. Le coaching, c'est vraiment l'accompagnement pour valoriser les expériences, non seulement des professeurs, mais aussi de rassurer les médecins qui seront sur place. Ce document permettra à ces professionnels de santé de reproduire et d'adapter des objectifs similaires au bénéfice des populations en vue de sauver des vies humaines. Je vous le disais dans les titres, c'est officiel, le vaccin gratuit contre la rougeole est maintenant disponible dans les 5 communes de Conakry. Les enfants âgés de 6 mois à 10 ans sont les principales cibles. Le ministère de la Santé invite tous les parents à faire vacciner leurs enfants afin de contrer cette maladie qui commençait à prendre des proportions inquiétantes dans certaines localités de notre pays. Mabinti Laïsouma. De nos jours, 4254 cas de rougeole sont notifiés dans 30 préfectures du pays. La région de Conakry à elle seule enregistre 1590 personnes infectées, soit 37% des cas. Pour inverser la donne, le ministère de la Santé et ses partenaires ont initié cette campagne de vaccination gratuite. Du 7 au 15 avril, les enfants de 6 mois à 10 ans peuvent se prévenir contre le virus de la rougeole. Zérekouré, l'épicentre de l'épidémie, est déjà sous contrôle. Le système de surveillance épidémiologique a marché. Très rapidement, nous avons eu une information sur des cas suspects et nous avons été à même de confirmer localement les différents cas et à réagir le plus rapidement possible. Nous avons déjà intervenu à Zérekouré. Les chiffres se sont améliorés. En théorie, Zérekouré est même totalement sorti de ce qui aurait pu être la définition d'une épidémie. Et même si les familles pensent que les enfants ont été vaccinés, il n'y a absolument aucun problème à ramener les enfants pour qu'ils se fassent vacciner. Pour la réussite de cette campagne de vaccination, Médecins sans frontières est au chevet du ministère de la Santé. L'ONG internationale a fourni 3 500 000 doses de vaccins ainsi que de la vitamine A pour renforcer le système immunitaire des enfants. Nous prenons en charge les 5 communes de la ville de Conakry par l'approvisionnement du vaccin, l'achat du vaccin, mais également tous les coûts opérationnels liés à la campagne. En plus de cela, pour la vaccination, nous prenons également en charge dans 30 centres de santé la prise en charge gratuite des cas de rougeole déjà déclarés dans toute la ville de Conakry. Pour cette journée de lancement, certains parents ont déjà amené leur bout de bois de Dieu pour se faire vacciner. Ils exhortent d'autres parents à en faire autant. Par vaccination, finalement. Parce que vaccination. Je suis venue faire vacciner mes enfants. La vaccination est très importante pour leur santé. Cela les protège des maladies comme la rougeole.
Une fois dans mon quartier, je dirais aux parents d'amener au plus vite les tout-petits pour leur dose de vaccin. Le gouvernement nous aide à préserver notre santé. Nous devons en retour l'aider dans ce sens. Le virus de la rougeole est très contagieux. Il se caractérise par la fièvre, une éruption cutanée, un rhume et une toux. La vaccination reste le seul moyen efficace pour la prévention de cette maladie. La lutte contre les mutilations génitales féminines en Guinée se poursuit. À Dabola, élèves et parents d'élèves sont sensibilisés sur les méfaits de cette pratique qui s'avère dangereuse pour la santé des femmes. Mohamed De Camara. Le débat sur la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines s'invite dans les écoles. À Dabola, c'est les élèves du lycée Bari Yaoundou qui échangent avec la ministre de la promotion féminine sur la question. La démarche vise à informer parents, autorités et élèves sur les méfaits de la pratique qui violent les droits fondamentaux des femmes. Nous avons conviction que les enfants d'aujourd'hui sont les pères de famille de demain, sont les mères de famille de demain. Nous voulons fournir assez d'efforts dans leur éducation, dans leur formation et dans leur sensibilisation pour qu'ils comprennent les conséquences de ces pratiques néfastes et qu'à leur tour, responsables de la nation, responsables des familles, mettent à côté ces pratiques dégradantes de l'intégrité physique et morale de la femme. Je pense que ce n'est pas une bonne pratique, c'est une mauvaise pratique. Donc vraiment les parents doivent abandonner cette pratique. Ça a une mauvaise conséquence sur la vie de la jeune fille. Cette conférence débat à l'allure d'une causerie éducative a permis de sensibiliser la communauté sur la nécessité d'abandonner cette pratique. Sur place, certaines exciseuses se sont engagées à déposer les couteaux. Les conséquences de l'excision, non seulement il y a l'hémorragie, il y a le décès qui suit ça, il y a la difficulté de faire des enfants. Donc il y a plus de complications que d'avantages. À travers cette rencontre, le ministère de l'Action sociale, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement préuniversitaire, projette d'introduire dans le cursus scolaire des modules sur les mutilations génitales féminines. La Fondation Prosmi de la Première Dame de la République a animé aujourd'hui même une conférence de presse. L'évolution du projet de construction d'un hôpital pédiatrique moderne était le principal point à l'ordre du jour. Compte rendu, Bernard Tonguino. La Fondation Prosmi poursuit son action en faveur de la mère et de l'enfant. Au cours de cette conférence, les responsables de la Fondation expliquent à la presse l'évolution du projet de construction d'un hôpital pédiatrique de référence. Un projet initié par la Fondation de la Première Dame de la République pour participer à l'amélioration de la santé infantile en Guinée. La Fondation Prosmi se propose, avec l'appui des partenaires et des bonnes volontés, la construction d'un hôpital pour enfants ici même à Conakry. Ce projet de construction d'une pédiatrie de référence vient de terminer ses études de faisabilité. Des études financées par des fonds levés au cours d'un dîner gala organisé en mai 2016 à Conakry. Le montant total mobilisé pour ce dîner gala a été de l'ordre de 1,220 milliard, soit près de 145 000 $ US. Donc pour faire ces études, nous avons lancé un appel d'offres et M. Diallo du Archi AOD a été non seulement pertinent dans ses propositions financières et techniques, c'est pourquoi c'est lui qui a rapporté le marché. Une période d'environ 8 mois nous a permis d'aller faire une reconnaissance du site, de faire des études géotechniques et de procéder à des études préalables, c'est-à-dire à l'élaboration d'une étude primaire qui permet au maître d'ouvrage de se faire une idée de ce que l'ouvrage devait être. Des études de faisabilité dont les conclusions ont été présentées au cours de cette conférence de presse. Le coût de réalisation de la nouvelle infrastructure hospitalière est estimé à plus de 71 milliards de francs guinéens.
montant qui reste à mobiliser auprès des partenaires. D'ici là, les travaux de viabilisation et d'aménagement du site ont débuté au quartier Ketaya dans la commune de Dubreka. Direction la savane guinéenne, plus précisément dans la préfecture de Sandiana, où les villageois de Moussaya se mobilisent pour sauver la seule rivière qui leur reste maintenant. Une opération pilotée par le Centre de recherche et de documentation environnementale de Kankan. Suivez ces images commentées par notre reporter Mamad Alpha Baldé. À la rentrée du district de Moussaya dans Kouroussa, la rivière Kobili. Son histoire se confond à celle du village. Pour garantir sa longévité, ce site écologique aux vertus multiples nécessite un entretien soutenu. Dans cette partie du pays, les milieux humides sont de plus en plus rares. Cette rivière est à préserver. C'est pourquoi les populations ont dit qu'ils œuvrent, qu'ils passent par tous les moyens. Ils consacrent tous les efforts pour la survie de cet écosystème. L'eau pour la rivière, l'eau pour l'agriculture, l'eau pour les autres activités économiques. Donc cette rivière est la source même de la vie quotidienne des populations de Moussaya, de Djonko et d'autres villages qui suivent. Avec les communautés locales, le Centre de recherche et de documentation environnementale de Kankan engage des opérations de protection et de restauration du lit de la rivière. Nous sommes ici aujourd'hui avec les habitants du village pour tenter de nettoyer le lit de la rivière. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des obstacles dans la circulation de l'eau. La circulation de l'eau doit être libre et il ne doit pas y avoir de monticule au milieu du lit. C'est pourquoi les villageois, les paysans ont compris et sont en train de nous rejoindre dans cette démarche centrale. Comme Kobili, bon nombre de sites écologiques manifestent le besoin d'une remise à niveau. Partout, la dégradation de l'environnement est galopante, aux grandes dames des amoureux de la nature. Parlons maintenant de la visite technique automobile avec l'entreprise Civita qui ne trouve toujours pas d'espace à Conakry pour s'installer, ce malgré l'arrivée de ces différents équipements sur place et la relance il n'y a pas longtemps de ces activités à l'intérieur du pays. Ibrahima Keita pour plus de précisions. La Guinée est le seul pays de l'Afrique de l'Ouest à ne pas avoir de visite technique automobile. La seule société habilitée à l'exercer est la Civita, qui reste malheureusement bloquée pour des raisons profondes. Pourtant, selon les informations à notre possession, la Civita et ses partenaires possèdent l'expertise nécessaire pour assurer la visite technique automobile en Guinée. Déjà, les centres de Kamsar, de Labé et de Zérékoré sont rénovés et opérationnels depuis 2 mois. Le véritable goulot d'étranglement se situe au niveau de la capitale Conakry. Malgré la présence de presque la totalité des équipements techniques à Conakry, Civita reste bloqué par manque d'espace. Pourtant, selon les termes du contrat de base avec l'État, il revient à ce dernier d'octroyer un domaine à la Civita. Il y a le site, plus de 4 hectares à Koza. Vous voyez là-bas comment ça a été saccagé. Nous avions perdu plus de 36 milliards de francs guinéens là-bas. Quand on avait 14 lignes, tout était prêt. Pour ces raisons que je ne veux pas dire ici, que tout le monde connaît, ça a été brisé, incendié, avec tous les engins. Casser les conteneurs, les brûler. Alors, donc tout ça, ça décourage, mais je suis au contraire, j'ai été galvanisé. Ça m'a donné encore la vitamine morale pour dire je vais en avant. Et si Dieu me donne la vie, dans sous peu,
Conakry verra son centre, parce qu'on a tous les moyens financiers, je le dis, sans modestie, j'ai tous les moyens financiers pour lancer tous les équipements prêts, plus de 16 lignes pour Conakry seulement. Alors, qu'est-ce qui bloque la construction et la mise en marche du centre de Conakry? La réponse est certainement ailleurs. Il est temps, sinon grand temps, de débloquer la Civita afin de minimiser les accidents de la circulation qui font des centaines de morts chaque année. Conakry, capitale mondiale du livre, on en parle dans cette édition. Les diplomates comptent bien s'impliquer pour conférer à cet événement tout son éclat. Cette mobilisation à Bruxelles vise à amener les intellectuels à prendre une part active pour la réussite de cette fête mondiale. Kamara Abouakar est notre envoyé spécial dans la capitale belge. Suivez son compte rendu. Pour relever le défi, il faut rassembler les forces. Partout en Europe, les ambassadeurs de Conakry, capitale mondiale du livre, mettent les bouchées doubles. À Bruxelles, Béa Diallo, ancien champion mondial de boxe, aujourd'hui maire adjoint, compte peser de tout son poids. Moi, je trouve que c'est d'abord un focus extraordinaire qui est mis sur le pays, à travers notamment la culture et les livres en particulier. Et donc, je pense que vraiment la mobilisation de tous les Guinéens doit être importante. Parce que je pense qu'effectivement, cette dynamique qui est mise en place peut permettre aussi à la Guinée aujourd'hui, qui est aussi en même temps un des pays où il y a le plus d'analphabètes au monde, de mettre toute une dynamique en place et de profiter justement de cette capitale, la Conakry, capitale mondiale du livre, pour mettre en place tout un processus qui permettrait l'accessibilité justement à la lecture à tous les Guinéens. Dans le pourtour méditerranéen, l'appel à la mobilisation pour le rendez-vous de Conakry est assuré sur des notes mélodieuses du balafon. Un jeune virtuose est à la baguette. À Turin, la Guinée est perçue comme un pays de forte tradition culturelle et littéraire. Le premier pays qui a été invité par le Salon international du livre de Turin africain, c'était la Guinée-Conakry, la République de Guinée. En 2013, en 2012, elle était invitée comme invitée normale. En 2013, elle était invitée comme hôte spéciale. Et on a fait un bon salon avec les éditeurs guinéens, avec beaucoup d'écrivains d'éditeurs, avec des conférences. Et Conakry a commencé, la Guinée, représentée par Conakry, a commencé à être connue. La ville de Turin a déjà été capitale mondiale du livre. La capitale italienne de l'industrie automobile s'est reconvertie en une plateforme culturelle ouverte au monde. Les lettres et la littérature exotique y sont appréciées. Sa population aime les découvertes et les voyages, surtout vers l'Afrique. Turin aime se rapprocher de la Guinée depuis plusieurs années. Donc nous avons souhaité nous arrêter à Turin pour encore dire à la population de Turin que Conakry se prépare pour l'année du livre. Nous comptons entièrement sur la mobilisation des Turinois et aujourd'hui ce que nous avons vu est extraordinaire. Il y a les universités qui se préparent, les institutions, la région, la mairie, les associations et nous sommes très très heureux. À travers le vieux continent, les ambassadeurs délégués de Conakry, capitale mondiale du livre, diversifient les initiatives pour donner de la visibilité au projet. Les enjeux de ce premier événement dans le monde francophone sont surtout présentés auprès des maisons d'édition. À Paris, Télibaïlo Diallo, révélé au petit journal de la dernière édition de Fitini Show, porte les besoins de manuels scolaires des écoles guinéennes. Ecobank Guinée lance son nouveau produit numérique sur le terrain. Il s'agit de l'application Ecobank Mobile pour permettre à ses clients de faire des transactions bancaires via leur téléphone portable en toute sécurité. Suivez le film de la cérémonie de lancement avec Younous Atawel Kamara. Application Ecobank Mobile, c'est le nom d'un nouveau produit numérique que la société Ecobank Guinée vient de lancer. L'application Ecobank Mobile offre de nouvelles opportunités aux clients en leur permettant de faire des achats, des transactions ou du commerce sans utiliser de l'argent espèce. C'est un produit qui fonctionne sur une application Ecobank Appli, que vous allez pouvoir télécharger sur votre téléphone Android. Et à partir de cette application, vous pouvez avoir accès à vos comptes, consulter votre compte, faire des opérations de transfert
faire des opérations d'achat également, puisque à l'intérieur de ce menu, vous allez voir également, il y a ce qu'on appelle un code barre que vous pouvez utiliser chez n'importe quel commerçant qui est en partenariat avec nous. Ce produit numérique lancé en Guinée est la première application déployée par une institution bancaire dans 33 pays africains. À travers ce produit, les clients peuvent faire des transactions bancaires via leur téléphone. Mais comment ouvrir un compte à EcoBank Mobile? Si tu as un téléphone, un smartphone comme on le dit, si c'est un iPhone, vous allez dans App Store, dans la boîte d'application App Store. Si c'est un Android que vous avez, vous allez dans Play Store pour pouvoir avoir accès à l'application. Comme on télécharge toutes les applications aujourd'hui, Viber, Imo, Facebook, vous saisissez EcoBank Mobile App. Dès que vous saisissez EcoBank Mobile App, automatiquement vous allez voir notre application nous aussi. Cette application, vous la téléchargez. Si vous téléchargez, vous vous enregistrez, vous vous enrôlez. Et vous avez la possibilité de s'enrôler en tant que client EcoBank. Si vous êtes client à EcoBank, vous vous enrôlez. Si vous êtes non client, vous pouvez aussi utiliser l'application en ouvrant le compte Express dont on vous a parlé, qui vous permet d'avoir la banque au bout des doigts. Pour mieux cerner les avantages liés à ce nouveau produit, EcoBank Guinée va déployer ses agents sur le terrain très prochainement pour d'amples informations. Sport foot pour terminer, notre pays aura bientôt 11 stades en gazon synthétique, une initiative présidentielle que la Ligue guinéenne de football professionnel veut faire matérialiser dans un très bref délai. Une mission de cette instance était récemment à l'intérieur du pays pour évaluer la faisabilité de ce projet. Nancé Koulibaly. Après son installation, la nouvelle équipe de la Ligue guinéenne du football professionnel affiche sa volonté de donner du souffle nouveau au sport roi dans notre pays. La démarche s'inscrit dans le cadre de l'initiative présidentielle de doter 11 stades du pays de gazon synthétique. Une mission de la Ligue guinéenne de football s'est rendue à Boké, Kamsar, Sangaredi, Dubreka et Koya pour faire l'état des lieux. Nous sommes très heureux que cette première mission puisse être couronnée de succès, dans la mesure où on sait que ce premier pas est porteur. Cela nous galvanise et nous dit que pour la suite de la compétition, on sera partout. Kamsar, à travers la CBG Boké, et CBG a dit que dans le cadre du contenu local, de l'action des sociétés minières dans Boké, ils vont tout faire que les autres sociétés minières qui évoluent dans la région de Boké, dans la préfecture de Boké, puissent s'impliquer aussi intimement. Et cela est un challenge, c'est un défi qui est lancé. Ce défi va être porté à la connaissance de la Ligue guinéenne de football. Et comme le président actuel de la Ligue guinéenne de football, M. Kamara KPC, est un membre de challenge, et nous avons dit qu'en son nom, on peut donner rendez-vous à tout le peuple de Guinée de venir suivre avec brio la finale de la Coupe nationale de football de cette année sur un des terrains de Boké. La présence des autorités locales aux côtés des missionnaires traduit leur volonté d'accompagner l'initiative. Dans certaines préfectures comme Dubreka, les autorités ont anticipé en lançant des travaux de construction de la tribune et des vestiaires avec les ressources propres de la préfecture. Très satisfait, très ravi. On pense maintenant que nous sommes bien accompagnés par le gouvernement, mais aussi par la Ligue professionnelle de T1 en Guinée. Nous avons mobilisé tous les techniciens, la direction préfectorale de la jeunesse, le directeur de l'habitat. Je crois que le site a été trouvé pendant le 54e anniversaire. Mais malheureusement, il n'y a pas eu d'effort, il n'y a pas eu de réalisation pour faire ce stade et le mettre à la disposition de la jeunesse de Boké. Au terme de cette tournée, la mission a constaté que rares sont les stades qui sont dans les normes et la Ligue guinéenne du football professionnel est déterminée à renforcer les capacités des acteurs en créant de meilleurs cadres pour la promotion du sport roi en Guinée. Fini cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes télévisés sur la RTG Coloma.